Voilà. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Samy, peut-être tu veux introduire? Oui, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce soir et merci de votre participation à ce webinaire, ce nouveau webinaire. On en a fait plusieurs depuis quelques mois, un certain nombre. Et celui-là, ce sera évidemment sur le thème de l'enseignement français au Royaume-Uni, un sujet qui intéresse énormément nos compatriotes ici. Et pour cause, je pense que l'immense majorité, si ce n'est peut-être la totalité des Français et même des francophones qui résident au Royaume-Uni ont vocation à transmettre la langue et la culture française à leurs enfants. Donc c'est un domaine d'action et un champ de compétences très important pour nous, les élus locaux. J'en profite pour me présenter. Samy Yamar, conseiller consulaire depuis 2018. Et donc, les élus locaux sont fortement mobilisés sur ces questions-là. Nous, par exemple, assistons et participons à l'allocation des bourses scolaires plusieurs fois par an pour s'assurer que cette attribution soit faite dans un esprit de transparence, mais aussi d'équité et de justice sociale. Et puis, nous participons à toutes les conversations liées au plan école et à l'ensemble du dispositif d'enseignement en français au Royaume-Uni. Donc, c'est un champ de compétences important et un domaine qui nous mobilise actuellement parce que notre conviction aujourd'hui, c'est que le plan école, qu'est-ce que c'est que le plan école? C'est une initiative qui a été lancée par tous les acteurs de la communauté éducative et culturelle française au Royaume-Uni il y a plus de 10 ans. Eh bien, nous pensons que ce plan école, qui a été développé dans un contexte très particulier, où il y avait eu un afflux massif de Français au Royaume-Uni vers la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, avec des besoins croissants et une pression sur l'offre, eh bien, ce contexte n'est plus le même. Et qu'aujourd'hui, les paramètres du plan école, à notre sens, eh bien, d'une part, ne reflètent plus nécessairement les besoins de la communauté française du Royaume-Uni, mais aussi génèrent à terme euh, des inégalités et des injustices en termes d'accès à l'enseignement et à la transmission de la langue et de la culture. Donc pour nous, voilà, nous appelons et nous sommes. C'est un constat qui est finalement partagé non seulement par les élus de gauche, mais aussi par certains élus d'autres familles politiques, qui est le besoin d'une refonte de ce plan école. Et donc c'est quelque chose qu'on évoquera beaucoup plus en détail dans le courant de la réunion. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel nous avons la chance d'avoir beaucoup d'expertise ce soir pour en décliner différents aspects, l'aspect global et puis des aspects plus locaux avec les deux piliers que nous aimerions voir soutenir ou sous-tendre le futur plan école, le plan école numéro 2, que sont les établissements homologués par la l'AEFE et donc par le gouvernement français, et puis le dispositif de petites écoles flammes. Donc voilà, je repasse la parole à Catherine pour introduire nos trois panélistes pour la soirée, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté de contribuer à ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup, Samy. Donc, nous avons trois panélistes et trois expériences complémentaires. Alors, bien sûr, merci beaucoup à Claudine Lepage, sénatrice des Français de l'étranger. S'il y a une personne qui connaît bien les Français de l'étranger, c'est bien toi, Claudine, puisque non seulement tu en es une, mais en même temps, tu es élue à l'Assemblée des Français de l'étranger depuis avant même que ça s'appelle l'Assemblée des Français de l'étranger, quand c'était encore le Conseil supérieur des Exact. Français de l'étranger, je crois, c'est ça. Tu dois être Oui. membre d'un certain nombre de groupes d'amitié franco-étrangers et donc très très intéressé dans tout ce qui est rayonnement de la France à l'étranger et évidemment grande spécialiste des questions de l'enseignement, puisque je crois que tu es membre du conseil d'administration de l'agence. Et puis, bien évidemment, en tant que sénatrice, tu as à cœur de défendre les Français de l'étranger, l'enseignement du français à l'étranger, le réseau d'enseignement, les écoles flammes.
Et j'oubliais de dire que tu es présidente de l'Association Français du Monde. Et c'est donc à tous ces titres et puis avec toute ton expertise que nous sommes très heureux de t'accueillir. Ton intervention donc, sera suivie de celle de Christophe, Christophe Adol. Alors Christophe, que beaucoup Bonsoir. connaissent puisque c'est un des piliers du lycée français, représentant, responsable syndical au lycée, mais aussi professeur de sciences économiques et sociales, très apprécié de ses élèves, comme j'ai pu le constater dans ma famille, mais par ailleurs, qui est conseiller consulaire sortant, et donc qui a en fait été, en tant que représentant au conseil d'administration, puis en tant que conseiller consulaire, impliqué dans la création du plan école et dans tous les débats sur l'enseignement du français au Royaume-Uni. Et puis, troisième intervenant, Henriette Mahaman, qui est non seulement une spécialiste des questions de Brexit et d'intégration et des Européens dans le cadre du Brexit, puisque ça fait partie de sa mission professionnelle au conseil de Leeds, au Council de Leeds, mais en même temps, elle est responsable d'une des grosses écoles flammes, la petite école de Leeds. Donc, bonsoir tout le monde. Nous l'entendrons après donc, pour parler de cet enseignement du français pour les élèves qui ne suivent pas le réseau, les établissements du réseau. Voilà. Claudine. Bien, merci Catherine. Après cette présentation, il va falloir que je sois à la hauteur. C'est un petit peu impressionnant. En effet, en tant que sénatrice des Français de l'étranger, à chaque fois que je vais dans un pays, je devrais dire que j'allais, parce que depuis un an, je n'ai pas beaucoup voyagé, j'avais à cœur de visiter les écoles, et pas seulement les bâtiments, mais de rencontrer aussi bien les enseignants que les parents, que l'administration, bien sûr, et quand c'était possible, les élèves, et d'interagir avec les élèves. Donc, l'enseignement me tient à cœur. Professionnellement, j'ai travaillé aussi en tant qu'enseignante en Allemagne. Donc, tout ça, ça reste des choses très importantes pour moi. Donc, je vais vous présenter en quelques mots le réseau des écoles françaises à l'étranger, qui sont au nombre de 540, qui scolarisent 365 000 élèves, dont 119 000 Français, et qui, toutes ces écoles n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est l'homologation. L'homologation, c'est ce qui fait qu'une école est dans le réseau. Et l'homologation, qu'est-ce que c'est? C'est une certification accordée par le ministère de l'Éducation nationale français et qui montre la conformité de l'enseignement aux exigences, aux programmes, aux objectifs pédagogiques du système éducatif français. Toutes les écoles ne sont pas égales, comme je l'ai dit, de par leur statut. Le statut des écoles est différent. On a d'abord les établissements en gestion directe, les EGD, qui sont directement gérés par l'AEFE. C'est le cas, par exemple, du lycée Charles de Gaulle à Londres et de ses deux annexes, André Malraux et Wix. Voilà. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans les établissements en gestion directe, il y a des expatriés, des postes d'expatriés. Alors, plutôt dans les gestions, dans les fonctions d'encadrement, il y a très peu de profs expatriés aujourd'hui. En général, ils ont des fonctions pédagogiques au-delà de l'enseignement. L'intérêt pour les familles, c'est que ces professeurs expatriés sont rémunérés par la France. Ensuite, il y a les résidents. Les résidents sont des titulaires de l'éducation nationale, recrutés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et une partie de leur salaire est payée également par la France. Puis, il y a également les recrutés locaux. Alors, les recrutés locaux, ça englobe aussi des titulaires de l'éducation nationale, mais qui ne sont pas résidents. On appelle élégamment les TNR. La France adore les acronymes, je ne sais pas en Angleterre, mais en France, il faut vraiment s'y retrouver. Donc, l'intérêt des EGD pour les familles, c'est le fait qu'une partie des enseignants soit rémunérée directement par la France.
Une autre catégorie d'établissements, ce sont les établissements conventionnés, comme par exemple Jacques Prévert à Londres. Alors, conventionné, ça veut dire que cet établissement privé, en fait, a signé une convention avec l'AEFE, une convention qui définit les rapports de cet établissement scolaire avec l'AEFE. Alors, ces établissements conventionnés ne sont pas gérés directement par l'agence, mais souvent par des parents ou par un board, qui peut être des personnes extérieures à l'établissement. Par exemple, ça peut être des avocats, ça peut être des personnalités locales, des anciens élèves. C'est très varié et variable selon le lieu. Alors, ces établissements conventionnés peuvent avoir des enseignants qui sont résidents, c'est-à-dire qui sont recrutés par l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, mais aussi des recrutés locaux. Donc, qui dit résident, une partie des salaires, des traitements, est payée par la France. Et puis, il y a une troisième catégorie qui tend à se développer, ce sont les établissements partenaires. Alors, ils sont eux aussi homologués, mais ils sont complètement privés. Ils recrutent eux-mêmes leurs enseignants. Ça peut être des détachés directs de l'éducation nationale, donc des titulaires aussi, mais aussi des recrutés locaux. Ils ont une plus grande liberté pour recruter leurs enseignants, mais ils doivent les financer eux-mêmes. Tous ces établissements homologués, à partir du moment où ils sont homologués, les familles qui en ont besoin peuvent faire une demande de bourse. Dans les établissements non homologués, il y a parfois une dérogation qui permet de demander une bourse et éventuellement de l'obtenir. À côté de ces établissements du réseau, existent d'autres établissements qui ont reçu un label France Éducation. Je crois qu'il y en a aussi à Londres, mais je ne suis pas tout à fait sûre. Ce sont des écoles locales, donc britanniques dans votre cas, publiques ou privées, mais qui ont une filière francophone. Alors, ils n'ont pas tous les critères pour avoir l'homologation. Ils suivent les programmes britanniques, mais ont une reconnaissance et ils font plus de français qu'une école britannique normale. Peut-être 2 mots pour avoir l'idée du budget du réseau de l'enseignement français à l'étranger. Le budget global annuel est de 1,1 milliard d'euros par an. Ce ne sont pas des subventions, il y a un cofinancement, il y a à peu près la moitié qui est subventionnée par la France et l'autre moitié, ce sont des recettes propres. Recettes propres, c'est-à-dire le financement par les familles. Voilà. En 2017, avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, il y a eu une baisse brutale de 33 millions d'euros. Alors, 33 millions sur 1 milliard, ça ne paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est 33 millions sur la moitié, sur le programme 185, c'est-à-dire sur les 413 millions d'euros de subventions. Donc, ça fait quand même une somme importante, ce qui a eu pour conséquence que l'agence a d'abord eu beaucoup de mal à boucler l'année 2017 et a annoncé une baisse du nombre de résidents, donc ces enseignants qui sont en partie payés par la France. Et donc, s'il y a moins de résidents, les établissements doivent recruter des contrats locaux et ces contrats locaux sont à la charge de l'établissement. Donc, c'est une charge supplémentaire pour les familles. En 2019, il y a eu un redressement de 25 millions d'euros apporté au budget de l'AEFE, du programme 185, mais ça n'a pas permis de stopper vraiment la baisse des résidents. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction et je suis prête à répondre à des questions d'ordre général, disons, sur le réseau.
micro, Catherine. Tu es en mute, Catherine. Tu vas faire la transition. Voilà, excusez-moi, j'avais un problème technique. Donc, merci beaucoup, Claudine. Avant de passer la parole aux autres intervenants, j'ai deux questions un petit peu générales pour toi. La première, quelqu'un me demande, Aurélie, je crois, me demande pourquoi l'enseignement français à l'étranger n'est pas gratuit. Et la deuxième, c'est une personne donc qui habite à York et qui nous fait remarquer, Flavie, nous fait remarquer qu'en fait l'école par Internet a permis à des enfants qui étaient éloignés des écoles francophones de bénéficier de cours. Pourquoi cela n'existe pas? Alors évidemment, il existe les cours du CNED, mais ils sont assez lourds. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, d'une part, la gratuité et bien sûr le CNED? Le micro, Claudine. Ça y est, c'est fait. Merci. Le réseau des écoles françaises à l'étranger n'est pas seulement fait pour scolariser les enfants français, mais c'est aussi un outil de coopération culturelle. Et voilà, il n'est pas possible que la France finance la scolarité d'enfants dans des pays où il y a des systèmes scolaires. C'est un choix des familles et le réseau, le système fonctionne sur un cofinancement. Alors, dans ce cofinancement, on peut évidemment faire bouger le curseur et essayer de le faire bouger pour faire baisser la part des familles dans le financement. Mais la base du système, c'est un cofinancement. Quant à la personne qui pose une question sur les cours à distance, en effet, il existe le CNED, et d'ailleurs, si c'est une nécessité, on peut obtenir une bourse CNED dans certaines conditions. Par exemple, si la famille, s'il n'y a pas d'école française à proximité, eh bien, on peut demander une bourse CNED. Si l'enfant ne peut pas se déplacer parce qu'il est handicapé, on peut demander une bourse CNED. Donc, il y a des possibilités également de financement parce que le CNED non plus n'est pas gratuit. Tout à fait, merci beaucoup. Et effectivement, et peut-être je vais donner la parole à Christophe maintenant. Et Christophe, tu pourras répondre à une question qui a été posée également, qui est quelles sont les conditions pour obtenir une bourse pour un établissement français? Bon. Alors, bonsoir à tous. Alors, sur les conditions, je mettrai le lien avec tous les critères. La bourse, elle est attribuée par le service d'action sociale du consulat. Donc, c'est ce service qui dirige, qui centralise l'envoi des dossiers. Donc, toutes les demandes de bourse doivent être envoyées au consulat. On a bien sûr des critères, des critères classiques de revenus, de dépenses, etc. Donc, ça, je mettrai, voilà, dès la fin de mon intervention, je mettrai le lien vers le site du consulat pour avoir les détails précis. Mais juste Et des peut-être critères une chose, et des critères aussi un critère de patrimoine, oui. Juste pour ajouter, aussi des critères de patrimoine. Tout à fait. Mais en fait, il est tout à fait possible à quelqu'un qui n'est pas boursier en France d'avoir une bourse pour le réseau, puisque évidemment le coût est pris en compte. Ce sont des critères différents. Tout à fait. Donc, les critères ne sont pas du tout les mêmes. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas boursier en France qu'on ne l'est pas ici en Angleterre. Comme l'a précisé Samy, il y a le critère du patrimoine. Et puis, bien évidemment, les charges liées aux frais de scolarité sont déduits voilà, du revenu pour avoir un revenu disponible. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les critères qui sont appliqués en France. Ce sont des critères qui sont purement locaux, hein, y compris le barème de patrimoine, patrimoine immobilier, etc. Nous allons les mettre d'ailleurs. Merci Christophe, à toi.
Oui, bonsoir à tous. Je vais zoomer un peu sur la présentation générale qu'a faite Claudine pour rappeler un petit peu très rapidement, on m'a demandé d'être bref, la situation ici à Londres et peut-être répondre à une des questions. C'est vrai que en Angleterre, on est plus ou moins, enfin, plus de 250 000 d'après les estimations ressortissants français, répartis en grosse partie sur Londres, mais sur l'ensemble de l'Angleterre, du Royaume-Uni. Et il se trouve qu'on n'a que 13 établissements homologués. Et sur ces 13, il n'y en a que 2 qui sont en dehors de Londres. Vous avez une école à Bristol et une toute petite école à la mission laïque française à Aberdeen en Écosse. Donc, c'est vrai que c'est très concentré sur Londres, ce qui est un problème. Et ça a longtemps été un réseau qui était très nettement sous-dimensionné, puisque si vous voulez faire la comparaison, voilà, de 250 000 compatriotes, ça doit nous mettre à peu près la taille de la ville de Nantes. Or, nous, on avait uniquement 13 établissements, toutes catégories confondues, et un seul établissement secondaire. Imaginez un seul collège, lycée dans une ville de la taille de Nantes. Donc, bien évidemment, ça ne pouvait pas scolariser tout le monde. C'est la raison pour laquelle, à partir de 2008, Samy y faisait référence, sous l'égide de l'ambassade a été mis un plan école visant à mobiliser tous les acteurs de la communauté scolaire pour essayer de développer l'offre d'enseignement homologué en français et donc essentiellement sur Londres. Donc, ce plan école a débouché quand même sur la création de 2 établissements supplémentaires, ce qui revient quand même à faire 2500 places supplémentaires, hein, ce qui était quand même pas rien. On a à peu près 7000 enfants français hein, qui sont scolarisés dans le réseau britannique. Donc, on a créé ces 2 établissements, le CFBL dans un premier temps, en 2011, le Collège français bilingue de Londres, uniquement collège comme son nom l'indique, puis en 2011, le lycée international de Londres, Winston Churchill, qui lui fonctionne de la maternelle jusqu'à la terminale. Comme le signalait Claudine, ces 2 établissements étaient des établissements partenaires. Alors le CFBL était initialement conventionné, le board a décidé, a choisi de mettre un terme à cette convention, donc de déconventionner. Ça veut dire que concrètement, aucun de ces établissements maintenant, que ce soit le CFBL et le lycée Winston Churchill, ne reçoit de subventions de la part de l'AEFE, hormis quand même une participation de l'État, notamment pour la pension civile des enseignants détachés. Mais bien évidemment, ce choix qui a été fait, pour lequel à titre personnel, en tant qu'élu, j'étais assez défavorable. Ça a été de faire de ces établissements des établissements seulement partenaires et donc sans soutien financier de l'État. Donc forcément, ça s'est traduit par des frais d'écolage relativement élevés, assez significativement élevés par rapport au lycée Charles de Gaulle, qui lui voilà, est assez largement subventionné par l'État français à travers la rémunération des personnels et un aspect important ici, surtout quand on est à Southend, la propriété des bâtiments, puisque Charles de Gaulle ne paye pas les bâtiments. Il assure l'entretien, qui sont assez onéreux, mais voilà, donc ça a entraîné, ces choix ont entraîné en fait des frais de scolarité relativement importants, et comme le précisait Claudine, la subvention de l'État accordée à l'AEFE a eu tendance à diminuer. On a diminué les postes, hein, on a diminué la participation de l'État à la rémunération des résidents. Donc tout ça a fait
que les frais de scolarité ont grimpé hein, ces 10 dernières années. On a eu, sur Charles de Gaulle, on était sur des augmentations de l'ordre de 10% par an. Enfin, on était sur des frais de scolarité qui augmentaient de façon assez, voilà, assez significative, ce qui posait effectivement problème. Hein. Quand vous scolarisez votre enfant dès la maternelle sur la base de frais d'écolage et que vous le ressortez en terminale 13 ans après et que sur la période, les frais de scolarité ont doublé, ça pose des difficultés pour certaines familles. Donc, on est un petit peu dans cette situation-là, avec en plus l'arrivée du Brexit, qui bien sûr a fait mal à tout le monde, puisque on a eu quelques départs. Quand je dis on, hein, c'est sur l'ensemble du réseau. Puis surtout, ce qui a posé souci, c'est que les arrivées se sont assez largement taries. Et on est passé d'une situation où on avait un réseau qui était sous-dimensionné avec 600 personnes, 600 élèves en liste d'attente à Charles de Gaulle, à des établissements conventionnés qui ont du mal tout simplement à remplir et à retrouver un équilibre financier, ce qui entraîne un petit peu une spirale. C'est que face aux difficultés à remplir les établissements, on augmente les frais d'écolage pour équilibrer financièrement et bien évidemment, ça dissuade des familles et notamment les familles les plus modestes, d'où l'enjeu des bourses sur lequel qu'on a déjà évoqué. Donc voilà un petit peu la situation à l'heure actuelle. Et c'est vrai que voilà, les principaux enjeux du moment, c'est essayer d'abord de retrouver des marges pour un équilibre financier pour tous ces établissements, essayer de s'ouvrir aussi davantage, y compris à la communauté britannique, hein, parce que le lycée de Londres est une anomalie dans le réseau, puisque comme le disait Claudine, dans le monde entier, les établissements de la EFE scolarisent à 60% des étrangers tiers, c'est-à-dire des nationaux du pays dans lequel ils sont implantés. Nous, à Charles de Gaulle, c'est 80% de Français, hein, par la force des choses, puisqu'on était le seul établissement, donc on accueillait essentiellement des Français. Donc voilà, il faut essayer le rôle et notre projet au sein du plan école, c'est d'essayer d'abord de remettre en route ce plan école, de recréer cette dynamique de concertation, de coordination entre les différents établissements pour remplir, pour essayer de contrôler l'augmentation des frais de scolarité, hein, qui, encore une fois, commence à poser un sacré souci pour nos compatriotes. Voilà, j'ai trop parlé, mais je répondrai volontiers aux questions qui viendront plus tard. Voilà, ben merci beaucoup, Christophe. Avant de donner la parole à Henriette, qui nous parlera justement des écoles flammes qui sont l'objet de plusieurs questions. Merci. Est-ce que je peux juste rebondir très rapidement? Oui, tout à fait. Je voulais vas-y, te demander de répondre à une question. Vas-y. Pardon, je crois que j'ai un délai, je suis désolé, ma connexion n'a pas l'air super. Non, mais je voulais juste rebondir sur l'excellent tour d'horizon de... On t'entend très mal. Pas, Samy. Je pense qu'on va peut-être passer, on te redonnera la parole après. Si tu peux te déconnecter, te reconnecter. J'avais une question la réalité pour Christophe ou pour Claudine. Qu'est-ce qu'il faut faire si des parents en fait souhaitent obtenir l'homologation d'une école? La question est un établissement britannique qui donne un enseignement bilingue, est-ce qu'il y a une démarche pour en obtenir l'homologation? C'est le gouvernement, c'est l'agence qui s'en occupe? C'est le ministère de l'Éducation nationale qui assure l'homologation. Et ça passe par l'AEFE. Ça veut dire qu'il y a une visite d'un inspecteur de l'éducation nationale. Le conseiller culturel est appelé à donner son avis. Et il faut que les programmes français soient respectés. Donc, c'est parfois dans une école bilingue un petit peu difficile parce qu'il y a d'un côté les programmes
de l'école, les programmes nationaux, plus le programme de l'éducation nationale. Donc, ça demande un ajustement des programmes. Alors, c'est vrai que les critères d'homologation se sont un petit peu allégés dans le cadre justement de la volonté d'étendre le réseau, mais je crois que ce respect des programmes de l'éducation nationale, c'est primordial. Donc, il faut passer, quand on est une école, qu'il y a des parents francophones ou français qui voudraient que l'école où vont leurs enfants soit homologuée, il faut s'adresser aux conseillers culturels et puis qui engagent donc les démarches auprès de l'AEFE, auprès du ministère de l'Éducation nationale. Mais c'est par ce biais-là que ça peut se passer. D'accord, merci beaucoup. Claudine, puisque tu as la parole, je pense que tu voulais répondre à la personne qui demande comment obtenir une bourse du CNED. Alors, comment obtenir une bourse du CNED? Là, je crois que Samy ou Christophe pourraient répondre à cette question. Il faut s'adresser au consulat et faire une demande de bourse aux dates prévues pour les campagnes de bourse, et le dossier est examiné en même temps que les autres demandes de bourse. Donc, il faut faire la demande au printemps pour l'année scolaire suivante. D'accord. Enfin, et là, je voulais aussi réagir à quelque chose qu'a dit Christophe sur les frais de scolarité différenciés, par exemple, entre Charles de Gaulle et Winston Churchill. Ça a une autre conséquence. Si les familles demandent une bourse, pour les familles dont les enfants vont à Winston Churchill, cette bourse sera plafonnée sur les tarifs de Charles de Gaulle. Donc, ça veut dire que le reste à payer est encore très important, même s'ils ont une bourse avec une quotité importante. Donc, ça reste un problème. Et tout à l'heure, quelqu'un parlait de gratuité. Je veux dire, le seul moyen de s'approcher de la gratuité, c'est par le biais des bourses pour les familles françaises. Parce qu'on est bien d'accord que, voilà, c'est quand même les contribuables français qui payent. Merci Claudine. Samy, je pense que tu as réglé ton problème technique. Oui, merci. Je voulais juste réagir très rapidement à l'excellent tour d'horizon de Christophe sur la situation au Royaume-Uni, où effectivement, les frais de scolarité ont beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années. Ça a été aussi le cas sur les établissements qui sont plus récents. Winston Churchill, qui a ouvert ses portes en 2015, ils sont passés de 11 000 à 14 000 livres par an de frais de scolarité, donc c'est des augmentations qui sont très fortes. Et même s'il y a un plafonnement, l'augmentation très rapide de ces frais de scolarité par une augmentation commensurée de l'enveloppe pour les bourses scolaires. Et donc, ce qui veut dire, c'est qu'avec une enveloppe qui est quasiment constante depuis maintenant un certain temps, eh bien, ça fait globalement, à terme, moins de boursiers. Et donc, c'est la mixité sociale sur l'ensemble du réseau qui est menacée par à la fois le gel des crédits de l'AEFE et en même temps l'explosion des frais de scolarité sur le réseau. Donc, c'est un vrai sujet d'égalité et de justice dans l'accès à l'enseignement en français sur le terrain. Tout à fait. Merci beaucoup, Samy. Peut-être nous passons maintenant à la grande question qui intéresse aussi plusieurs personnes ici. C'est, OK, bon, il y a les écoles du réseau, très très importantes, et puis quand les enfants ne sont pas dans les écoles du réseau, qui sont scolarisés dans le système britannique, comment peuvent-ils apprendre le français, Henriette ? Bien, bonsoir tout le monde. Je dois dire que je suis vraiment particulièrement heureuse de me joindre à cette conversation et ce parce que le thème de l'éducation nous tient forcément à cœur et je pense que le nombre de participants à cette réunion le souligne bien. Mais aussi parce que, en fait, c'est ce qui nous relie tous au-delà de nos différences, au-delà de nos particularités. L'accès à la langue et à la culture française vraiment nous rassemble et forge notre identité. Et c'est pour ça que personnellement, et je pense qu'on est tous dans le même cas, nous sommes énormément passionnés et mobilisés sur le sujet. Alors, évidemment, en tant que directrice d'une école flamme,
je pense que mon propos n'est pas anodin parce que vraiment une école flamme illustre le fait que c'est comment dire l'accès à la langue et à la culture française est une priorité pour tous les Français de l'étranger et la raison pour laquelle ces structures le soulignent, c'est parce que ce sont avant tout des projets portés par la communauté lorsque les structures du réseau français font défaut. Et c'est vraiment important de le souligner et je pense personnellement que c'est ça la beauté des écoles flammes. Le fait que la communauté se mobilise pour vraiment faire en sorte que nos enfants français puissent avoir un accès à la culture et à la langue française. Alors, au Royaume-Uni, nous avons 55 structures à travers le pays, avec plus de 4400 élèves. Alors, c'est vraiment, comment dire, pas du tout un nombre négligeable et ça souligne aussi que nous sommes le plus gros réseau d'écoles flammes à travers le monde. Donc, le sujet est vraiment pertinent et a une signification énorme pour toute stratégie autour de la francophonie et autour de l'éducation française. Et c'est vraiment très important de le souligner. Alors, ces structures sont un peu particulières parce que déjà, elles proposent, malgré qu'on les appelle des écoles, ce qui est vrai, c'est que ce sont des structures associatives qui proposent des activités extrascolaires, des activités linguistiques et culturelles extrascolaires pour des personnes, pour des enfants qui sont scolarisés dans un établissement britannique. Donc déjà, le contexte est un peu différent du reste des structures émanant du réseau français. Les tarifs varient entre 90 pounds à 350 pounds au trimestre. Et ça, cela souligne vraiment le manque d'homogénéité à travers le pays, à travers les structures et à travers les prix. La raison pour laquelle personnellement, en tant que directrice, j'ai voulu me mobiliser auprès de la liste menée par Samy. C'est que je pense que la crise pandémique de la COVID-19 a vraiment souligné la vulnérabilité des écoles flammes. Donc, comme je l'ai mentionné, ce sont des projets portés par les communautés. Souvent, elles sont autosuffisantes d'un point de vue financier parce qu'elles se reposent essentiellement sur les cotisations des familles. Mais avec la crise pandémique, et si on double cela avec le Brexit, cela se traduit par une baisse significative de revenus pour ces structures. Certaines familles ont été durement touchées par la crise de la COVID-19. Elles ont souvent perdu leurs emplois. En dehors de Londres, énormément de familles ou de Français sont auto-entrepreneurs. Ils ont leur propre structure et évidemment, leur baisse d'activité a fait que, c'est traduit par une baisse de revenus. Et ça a eu un impact important sur les différentes structures flammes et certaines ont couru le risque de vraiment disparaître et c'est le cas pour la petite école de Leeds. Donc, je suis bien placée pour pointer du doigt ce risque. Malgré la beauté du projet, je dois dire que au fil des années, je me suis rendu compte de certaines problématiques qui touchent les écoles flammes. La première est que, évidemment, nous avons une importance pour la communauté. Ce sont des projets communautaires, comme je l'ai répété plusieurs fois, mais notre particularité fait que on est souvent vulnérable parce que on ne peut pas bénéficier souvent de subventions locales auprès des autorités britanniques à cause justement de notre particularité communautaire, le fait que nous sommes ouverts
une communauté particulière et que nous imposons un critère de langue. Donc, à cause de cette particularité, il nous est extrêmement difficile de nous reposer sur des financements locaux. Donc, ça veut dire tout simplement que nous reposons en cas de difficulté sur les subventions de l'AEFE. Or, malheureusement, les subventions de l'AEFE, de ma propre expérience, je dirais que c'est une source vraiment pas du tout négligeable pour nos structures, mais c'est un processus qui est lent et qui est annuel. Et dans la crise de la pandémie, je me suis rendu compte vraiment de la rigidité du système et du manque de flexibilité, du manque d'agilité lorsqu'il s'agit du système de financement. Et malheureusement, cela prévient une certaine réactivité lorsque ces structures sont mises à mal, comme pendant cette crise. Si je compare, si je regarde les différentes stratégies de l'éducation de coopération, pour ce qui est de l'éducation du français à l'étranger, je me rends compte que, et avec joie, que l'État investit dans ce qu'on appelle la labellisation de certains établissements britanniques, et cela leur donne notamment accès à des sources de financement, des offres des opportunités de formation, mais surtout une reconnaissance de l'État. Et je dois dire que pour les écoles flammes, c'est peut-être quelque chose qui pourrait nous aider, nous aussi, à avoir ce soutien de l'État, cet endorsement, cette reconnaissance de l'État français. Et ça nous permettrait aussi de pouvoir recruter beaucoup plus d'élèves. Donc, c'est quelque chose vraiment qui personnellement me tient à cœur et que j'aimerais ou que j'invite le gouvernement à considérer. Je pense que quand on regarde un peu ce que font nos voisins européens, je pense qu'il serait vraiment judicieux de regarder du côté de l'Espagne, et ce pour plusieurs raisons. Une des raisons est que beaucoup d'écoles britanniques réchignent à enseigner le français, mais par contre, l'espagnol est une langue qui est de plus en plus enseignée dans les établissements britanniques. Mais la deuxième chose qui attire particulièrement mon attention, c'est le fait que le gouvernement espagnol a mis en place un réseau équivalent aux écoles flammes qui propose des structures qui permettent d'accéder à un enseignement de l'espagnol gratuit pour les enfants de l'étranger. Et je pense que vraiment, c'est quelque chose que l'État a tout intérêt à regarder, à étudier et peut-être à émuler, je ne sais pas. Je pense que je pourrais continuer longtemps parce que c'est un sujet vraiment, passionnant et qui est très important. Mais comme je suis de Leeds et donc dans le Yorkshire, je voulais finir par une citation d'une députée, Jo Cox, qui a été assassinée à Batley, donc pas très loin de là où je vis, et qui disait que nous avons plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Et je pense que c'est particulièrement vrai pour les Français de l'étranger. Et je pense que indéniablement, la langue et la culture française sont des choses qui nous rassemblent. Et c'est pourquoi je suis particulièrement fière de me mobiliser auprès avec Christophe, Samy, Catherine et tous les colistiers autour de la défense de la langue et de la culture française à l'étranger. Voilà, merci. Merci beaucoup, Henriette. Merci. Alors, deux questions peut-être auxquelles peut-être Claudine, tu peux répondre. La première, elle concerne encore le CNED.
le système du CNED est en fait assez lourd, nous disent certains parents, à suivre, puisqu'en fait c'est un système avec 3 matières et qui est donc que les enfants doivent suivre en plus de leur enseignement britannique. Pourquoi le CNED n'a-t-il pas, ou existe-t-il une possibilité beaucoup plus légère de n'avoir que des cours de français du CNED? Je pense que l'idée, ce n'est pas seulement d'enseigner le français comme une langue étrangère, mais c'est aussi d'avoir des matières en français. Et la version plus légère, avec trois matières, elle est plus légère que le programme normal, parce qu'il existe aussi un programme CNED complet. Donc la version allégée, c'est avec les 3 matières. Alors je comprends que pour les parents, ce soit lourd de faire ça en plus du programme britannique, et ça veut dire qu'il faut s'en occuper. Et alors il y a un problème de temps, et puis il y a un problème de pédagogie. Est-ce qu'on a envie de faire la classe à ses enfants? L'envie ou les compétences ou le temps, tout simplement. Donc, mais les 3 matières, c'est la version allégée, avec l'idée de pas faire seulement du FLE ou de l'enseignement du français, mais des matières en français, c'est important. Il faut savoir l'utiliser, le français. Le français, ce n'est pas un but en soi, c'est un moyen de communiquer. Tout à fait, merci beaucoup. Merci Claudine. Il y avait une autre question? Oui, non, j'avais levé la main. C'est une question qui concerne en fait, si j'ai bien compris, une famille qui a un enfant handicapé. Est-ce qu'il y a pour cette famille des aides qui permettraient, des aides françaises qui permettraient d'avoir un assistant de vie scolaire comme l'enfant en aurait en France? Alors, je crois que c'est un peu compliqué, mais il y a des possibilités, n'est-ce pas? Alors, si cet enfant est scolarisé dans une école française, oui, c'est possible, et c'est même pris en charge par l'AEFE depuis cette année. Donc, voilà, donc ça, c'est un gros progrès. Alors, je pense qu'il faut avoir une reconnaissance d'une MDPH française. Sur les conditions exactes, je ne sais pas. Mais je sais que les auxiliaires, enfin les accompagnants des enfants en situation de handicap est pris en charge maintenant par l'AEFE et c'est tout nouveau. Une autre chose, je vais réagir, si je peux me permettre, à la présentation d'Henriette sur les flammes et lui signaler que cette année, donc suite à la crise du Covid, le budget flammes a de nouveau augmenté, c'est-à-dire qu'il a retrouvé le niveau qu'il avait il y a quelques années parce que le budget avait été amputé de moitié et il a retrouvé le niveau qu'il avait, c'est-à-dire de 600 000 €. Donc, ça permet de voir venir. Et une autre bonne nouvelle que Henriette connaît certainement, il y a une fédération des groupes flammes qui est en train de se faire et ça permettra d'abord de comparer les expériences et d'avoir une plus grande force pour demander des choses. Et voilà, c'est tout à fait intéressant et c'est en train de se créer. Parce qu'il faut savoir que, d'ailleurs c'est intéressant, vous parlez d'école, école flamme. En général, dans les autres pays, on ne parle pas d'école, on parle de groupe flamme. D'ailleurs, moi je viens de le faire. Et c'est très différent ce qu'on fait avec les programmes flammes. Ça peut être vraiment une école très structurée. J'ai visité en Angleterre, je crois que c'est à Ealing, il y a un groupe flamme, enfin il y a quelques années, j'avais vu ça, et c'était vraiment structuré comme une école. Voilà, c'était samedi matin, 4 heures d'école, etc. Mais il y a des groupes flammes où c'est 2 fois par semaine, 1 heure. On essaye de ne pas surcharger les pauvres petits. Voilà, donc dans les mentalités, c'est très différent. Et donc, cette structuration, cette fédération va permettre de rendre les choses égales. Et si elles sont plus égales, eh bien, ça sera peut-être plus possible de demander plus de reconnaissance et peut-être plus d'argent.
Si je peux me permettre, Catherine, de rebondir, ce que je voudrais dire, Claudine, c'est que vraiment, les petites écoles, comment dire, applaudissent cette nouvelle structure Flammonde et c'est vraiment, comment dire, une joie d'en faire partie parce qu'on peut voir les différentes expériences dans différents pays. Ce que je voulais dire simplement, c'est que je pense que le contexte britannique est tout à fait particulier et ça nous fait, ça fait que les écoles flammes au Royaume-Uni sont dans une situation beaucoup plus particulière. Avec le Brexit, je dois dire que certaines familles ont beaucoup plus d'attentes par rapport aux écoles flammes, tout simplement parce que envoyer à l'heure actuelle ces enfants dans une école flamme ne permet pas toujours aux enfants qui ont étudié d'accéder à une université française si elles le souhaitent. La raison est que pas toutes les écoles flammes proposent comment dire, le diplôme, le DELF, la certification DELF. Or, pour un enfant qui veut, avec les coûts qui augmentent au Royaume-Uni, je pense que beaucoup de familles font le choix pragmatique de se retourner, de regarder vers la France pour, comment dire, les études universitaires de leurs enfants. Et il est vraiment, vraiment important que l'État se penche justement sur les écoles flammes et aussi sur la certification du DELF et fasse en sorte que les écoles flammes puissent avoir un accès beaucoup moins onéreux à ces diplômes. Je parle notamment des frais d'examen et des frais de formation pour les professeurs. Voilà. Merci beaucoup, Henriette. Alors, sur le Flammonde, nous avons un autre de nos colissiers, Thomas, qui est trésorier d'une école et qui est dans ce groupe Flammonde. Thomas. Oui, bonjour, merci Catherine, bonjour à tout le monde et merci pour ces excellentes interventions. Alors effectivement, je me présente, Thomas Godard, je suis délégué consulaire et je suis le trésorier de l'école flamme de Cambridge. Donc je rejoins absolument ce qu'ont dit Henriette dans son excellente présentation et Claudine. Alors effectivement, la structure flammonde est en train de se créer, mais nous ici au Royaume-Uni, on a une structure, une fédération qui existe déjà depuis très longtemps, qui est le parapluie flamme, effectivement, que tu connais très bien Claudine, et qui nous permet déjà de mettre en commun un certain nombre de pratiques et de réflexions, et ça marche vraiment très bien. Henriette pourra aussi le dire. Et donc on était justement dans une réunion avec ce réseau flammonde hier soir avec Henriette. Donc, ça se met lentement, mais sûrement en place. Mais je rejoins totalement ce que dit Henriette en tant que trésorier d'une association sur les difficultés financières qui sont vraiment particulières au Royaume-Uni, puisque à la pandémie s'ajoute la crise du Brexit qui a fait qu'on a une baisse très forte des effectifs dans nos structures ici. Et quant au budget, tu as raison de dire, Claudine, que le budget flamme a augmenté. Néanmoins, la plupart de cet argent est disponible à la création des écoles flammes ou des structures flammes, comme on peut les appeler. C'est vrai qu'ici, à Cambridge, on n'a pas que le samedi matin, on a aussi les clubs qui se font après l'école dans la semaine et qui, d'ailleurs, cette année, ont beaucoup souffert puisqu'ils ont dû s'arrêter totalement. Et puis, donc, cet argent est disponible à la création pendant quelques années et ensuite sur projet, sur des projets très spécifiques. Et c'est là qu'il y a un vrai problème sur la pérennisation des écoles flammes, notamment celles qui sont de véritables associations, parce qu'il y a aussi des écoles qui sont des structures privées à but lucratif qui sont de nature assez différente. Mais pour celles qui sont des vraies associations, et Henriette a vraiment eu raison d'appuyer sur le fait que ce sont des structures qui sont vraiment essentielles à la communauté française. Combien de parents, de familles ont souffert cette année de ne pas se retrouver entre elles, de ne pas se voir, de ne pas pouvoir échanger, de ne pas pouvoir se donner des conseils,
des réflexions, du soutien au quotidien. Et donc, il faut vraiment que l'État français se rende compte de la nécessité de soutenir ces structures qui sont souvent le seul lieu dans lequel se rencontrent les Français, notamment pour nous en dehors de Londres. On a beaucoup moins l'occasion d'avoir des structures francophones. Donc, je rejoins totalement Henriette sur ce qu'elle a dit, sur le modèle espagnol qui est beaucoup plus généreux, beaucoup plus en soutien des structures et des bénévoles et des associations. Et on a vraiment besoin d'un soutien beaucoup plus fort du gouvernement et de l'État. Et on espère que cette nouvelle structure Flammonde permettra d'arriver à cela. C'est le but. Si je peux me permettre juste d'intervenir et de Samy. rebondir, merci beaucoup de rebondir sur quelques propos et puis de répondre à plusieurs questions qui viennent dans le chat aussi par la même occasion. Comme ça, je ferai d'une pierre plusieurs coups. Alors juste pour rebondir sur les écoles flammes, donc, bon, moi, mes enfants sont scolarisés dans une école flamme. C'est un système absolument fabuleux avec des frais de scolarité. On ne peut pas même parler de frais de scolarité avec les parents qui s'échelonnent entre 100 et 250 € par trimestre par enfant selon les structures au Royaume-Uni. Et donc, vraiment, l'objectif est de maintenir un lien avec la langue et la culture française. Le CNED, pour moi, c'est vraiment quelque chose de différent. J'en ai bénéficié aussi étant enfant pendant 1 an lorsque j'ai vécu à Cambridge. Le CNED est quelque chose de beaucoup plus exhaustif et qui est généralement fait lorsqu'on envisage un retour de système français. C'est aussi un des objectifs du CNED. Donc, c'est quelque chose de beaucoup plus exhaustif, de beaucoup plus lourd et qui demande un suivi des parents qui est parfois difficile. Donc, il faut bien comprendre ce à quoi on a affaire et chercher la solution qui convient vraiment à vos besoins. Donc, on a des questions sur le Derbyshire et le Cheshire. Dans le nord, dans la région de Manchester, Sheffield, Nottingham, etc. Là-bas. Donc, rentrer en contact avec ces écoles flammes. Je sais qu'il y en a une à Manchester. Je ne sais pas s'il y en a une à Sheffield, je crois que oui. Et Nottingham, Thomas, tu y as vécu, je ne sais pas si tu as une idée. C'est difficile d'avoir, de toujours être à jour parce qu'il y a des structures flammes qui apparaissent très rapidement. On est passé de 30 à 50 dans l'espace de quelques années. Mais en tout cas, il y en a plusieurs, et notamment une à Manchester, dont je sais qu'elle existe. Donc voilà, rentrer en contact avec ces écoles flammes qui seront rapides. Voilà. Donc, parfait. Et avec des cours qui sont souvent dématérialisés maintenant en plus, en tout cas pour la période actuelle. Donc, la distance n'est pas forcément un problème actuellement. Donc, je voulais dire ça. L'autre aspect, c'est les écoles bilingues. Donc, c'est les cursus bilingues dans des écoles anglaises. Donc, ça, c'est l'autre solution qui existe. Et j'ai vu une question là-dessus dans le chat. Force est de constater que la langue française n'a pas vraiment le vent en poupe actuellement au Royaume-Uni. C'est une des raisons pour lesquelles ça a été c'est très poussif. Il n'y a que 2 établissements, 2 écoles anglaises qui ont reçu à ce stade le label France et qui donc voilà, sont reconnus par la France comme prodiguant un enseignement véritablement bilingue. Et la raison, c'est effectivement une déperdition de l'engouement qu'il y a pu avoir par le passé pour la langue française. Donc ça, c'est un vrai défi. J'aimerais qu'il y en ait plus. On aimerait tous qu'il y en ait plus. Et c'est quelque chose qu'on va continuer d'explorer, sur lequel on va se mobiliser. Mais il faut aussi comprendre le contexte dans lequel on évolue et qui n'est pas forcément très porteur de ce point de vue. Mais quelque chose à explorer. Et puis le dernier point que je vais faire, parce qu'il y a eu plusieurs questions sur les bourses, et sur le montant des bourses. Alors, il faut bien comprendre que les bourses, c'est pas soit on a une bourse pour toutes les frais de scolarité, soit on n'a rien. La bourse est échelonnée, ça peut être 1%, ça peut être 5%, ça peut être 15, 20, 30, 50, 70, 75. Voilà, c'est un pourcentage sur la base d'un barème de revenus et de patrimoine. Donc, il ne faut pas s'étonner effectivement si les bourses octroyées ne couvrent qu'une partie des frais de scolarité. C'est encore une fois un logiciel qui fait ressortir ces barèmes. Et ensuite, c'est le conseil des bourses dont nous faisons partie, nous les élus, qui regardons au cas par cas dans quelle mesure le logiciel est effectivement dans les clous. Et il nous arrive très régulièrement à chaque réunion pour plusieurs dossiers de majorer à la hausse certaines bourses pour couvrir une plus grande proportion des frais de scolarité lorsqu'on sait bien que la situation des familles est difficile. Donc, encore une fois, il y a une appréciation qui est tout à fait personnelle, mais informée des membres de la commission consulaire des bourses dont nous faisons partie sur ces questions-là. Mais effectivement, c'est pas tout ou rien.
ça peut être un échelon entre 0 et 100%. Voilà, je voulais juste apporter ces précisions parce qu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. Tout à fait, et merci. Et Christophe, je pense que tu voulais aussi répondre sur la question des parents qui ont raté, entre guillemets, parce qu'ils n'étaient pas au courant, la période de dépôt des demandes. Il y a une deuxième commission? Oui, oui, bien sûr, il y a plusieurs commissions, hein. Il y a au moins deux commissions par an. Je voulais juste d'abord faire une toute petite précision, parce que j'ai répondu sur le Q&A à plusieurs questions en ce sens, hein. Donc, Samy a bien expliqué effectivement comment avoir une bourse, c'est pas forcément avoir la totalité des frais de scolarité payés. Samy a expliqué que c'était une proportion des frais de scolarité, et même une proportion des frais de scolarité du lycée Charles de Gaulle. Donc, dans les autres établissements, il peut y avoir un reste à charge qui reste très important. C'est notamment pour ça qu'on avait obtenu, et c'était une mesure qui était portée par les élus de gauche au sein du plan école, et que désormais, et c'est d'autant plus facile à tenir maintenant qu'il y a des places à Charles de Gaulle, ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais tous les enfants boursiers peuvent avoir une priorité pour rentrer à Charles de Gaulle, ce qui permet de réduire, même si on n'est pas boursier à 100% à Charles de Gaulle. Donc, si on est boursier à 100%, hein, même dans un autre établissement, on peut avoir un reste à charge. Mais tout enfant boursier peut obtenir une place de façon prioritaire à Charles de Gaulle afin de réduire autant que possible le reste à charge pour la famille. C'est une mesure importante. Voilà. Après, pour les commissions de bourse, voilà, il faut les renvoyer. Je n'ai pas vérifié la date. Je suis un peu surpris de la date du 5 mars pour l'année prochaine. Oui, c'est ça. C'est bien ça, la date du 5 mars. Mais bon, il faut quand même déposer un dossier puisqu'il y a toujours des commissions balais de toute façon qui se feront. Donc, voilà. Donc, essayez de déposer quand même un dossier en expliquant les situations, surtout avec le Covid. Voilà, on a pu cette année reprendre un certain nombre de dossiers, notamment sur des demandes qui étaient arrivées pour le 3e trimestre, des gens qui venaient de perdre leur emploi suite au Covid. Donc, il y a eu des instructions nouvelles là-dessus. Donc voilà, en tout état de cause, prenez contact avec le service d'action sociale de l'ambassade. Je vais mettre le lien vers l'adresse mail, mais qui doit être, voilà, je vais mettre le contact. Merci Christophe. Et puisque tu parlais d'aide, et que je sais qu'en cette période, il y a beaucoup de gens qui ont été se sont retrouvés en grosse difficulté à cause du Covid, parce qu'ils ont perdu leur emploi, il y a des aides d'urgence disponibles auprès du consulat pour des Français qui se retrouvent en situation extrêmement précaire. Donc, ce sont des aides qui, pour une famille avec 2 enfants, peuvent aller jusqu'à 400 livres par mois reconductibles, hein, sur 6 mois. Donc, c'est quand même, ça peut être bien aidé. Donc, surtout, n'hésitez pas à les demander. J'avais mis dans le chat le lien. Et encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour remplir un dossier, qu'il s'agisse de dossier de bourse, qu'il s'agisse de dossier d'aide sociale, pour comprendre quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour ça. Donc, contact@gauche2021.com et nous vous répondons. Dernière petite chose, je crois qu'on a répondu à peu près toutes les questions sur les écoles flammes. Nous avons mis, je vais le remettre peut-être si vous ne l'avez pas lu, le lien qui donne toutes les écoles qui existent au Royaume-Uni. Mais sachez bien évidemment que si vous avez un groupe de parents d'enfants français, d'enfants francophones, et que vous souhaitez créer une école, ou que vous pouvez aussi bénéficier d'aide financière, mais aussi d'aide au montage un petit peu de l'école. Donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'école à côté de vous qu'elle n'existera pas. Vous pouvez aussi aider à les créer. Donc, là encore, contactez-nous, n'hésitez pas, nous pouvons vous aider. Voilà, je pense que nous avons répondu à peu près toutes les questions et que nous sommes venus au terme de cela. Donc, je vais remercier les intervenants, peut-être leur donner la parole pour conclure rapidement.
et puis ensuite remercier tout le monde. Donc, Christophe? Oui, non, voilà, juste pour dire, comme l'a présenté Samy dans son introduction, que la question éducative est bien évidemment, et voilà, le nombre de participants qu'on a ce soir le montre, une des préoccupations importantes pour nos compatriotes. C'est aussi effectivement une des prérogatives essentielles, hein, des conseillers consulaires. À ce titre, voilà, on siège aux commissions de bourse, on siège au plan école, on siège au conseil d'établissement du lycée Charles de Gaulle. Et voilà, et à ce titre, c'est vrai qu'on et surtout dans le contexte actuel, on a été particulièrement sollicité sur les difficultés, soit des difficultés conjoncturelles qu'ont pu rencontrer les familles, soit des difficultés plus structurelles que j'évoquais dans mon exposé sur l'augmentation drastique des frais d'écolage qui, comme l'indiquait Claudine, est quand même corrélé à un désengagement progressif de l'État et donc à des choix politiques qui sont faits. Donc on essaye, nous, localement, de porter ça, de porter ces valeurs, ce souci que tous les Français, où qu'ils se trouvent sur le territoire britannique, quelle que soit leur situation, puissent effectivement trouver une solution pour scolariser d'une façon ou d'une autre leur enfant en français, parce que bien sûr, ce lien avec la langue française et la culture française est central pour nous tous. Merci beaucoup, Christophe. Thomas, on nous demande l'adresse de l'école de Cambridge. Ah, ok, je vais la mettre dans le chat. Merci beaucoup. Le nom de l'école, c'est Les Petits Caméléons. Hein. Voilà, merci. Et puis, tu mettras les coordonnées. Merci beaucoup. Henriette? Bah, je voulais juste remercier toutes les personnes qui sont venues ce soir. Et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur de voir autant de personnes s'intéresser, se mobiliser pour la langue et la culture française. Et voilà, j'aimerais juste souligner et finir sur une note positive. Voilà. Voilà. Alors, nos deux derniers intervenants, donc Samy, et puis on laissera évidemment Claudine conclure. Merci beaucoup, Catherine, et un grand merci à tous les intervenants, évidemment, pour leurs excellentes interventions qui ont permis vraiment de cadrer les enjeux liés à l'enseignement français à l'étranger et particulièrement ici au Royaume-Uni. Il y a plusieurs fractures qui ont été évoquées. Il y a une fracture sociale qui est évidente et qui nous mobilise, nous les élus de gauche, et qui va continuer de mobiliser sur la campagne et sur les prochains mandats. Il y a une fracture géographique qu'on a aussi évoquée, qui est réelle, pas seulement sur l'éducation, mais aussi sur les services consulaires et sur plein d'autres choses. Donc voilà, il faut prendre à bras le corps ces problématiques-là. Il y a des solutions qui existent. Un système décentralisé avec des écoles, avec des petites écoles flammes est quelque chose de vraiment fabuleux. Il faut penser à la dématérialisation de certaines choses, y compris au niveau de l'éducation. Et en tout cas, essayer à terme d'avoir pour tous les enfants français du Royaume-Uni un accès à un dispositif qui leur convient, qui convient à leur famille, et qui leur permettent de maintenir un lien avec la langue et la culture française. C'est absolument fondamental. Et nous, on considère que ça devrait même être un droit. Mais voilà, encore faut-il que les choix politiques, qu'ils soient au niveau national ou au niveau local, suivent cette ambition. Donc, c'est quelque chose qui va continuer de nous mobiliser. Je remercie encore tout le monde et passe la parole à Claudine pour conclure. Voilà. Merci beaucoup, Samy. Et juste un petit mot. Donc, évidemment, ce que tu disais, c'est qu'il est très important qu'on réfléchisse ensemble à un nouveau plan école, comme on l'appelle, parce qu'on voit bien qu'avec le Brexit, avec la plus grande inscription d'un certain nombre de familles dans la vie britannique, les choses ont changé. Donc, merci beaucoup. Et juste avant de passer la parole à Claudine, je voulais vous rappeler, bien sûr, que vous avez des élections du 21 au 26 mai par Internet et le 30 mai à l'urne. Donc, j'espère que vous serez très, très nombreux à voter. Claudine.
Après toutes ces conclusions, celle de 4, c'est un peu difficile d'intervenir. En tout cas, je voulais remercier les participants et Pardon. Et les organisateurs. Ce genre de réunion montre très bien que il y a beaucoup d'informations à fournir sur les possibilités de scolariser ces enfants. Comment faire s'il n'y a pas d'école à proximité, s'il y a une école mais je ne peux pas payer, comment je dois faire. Donc toujours, le point de départ, c'est l'information. Et ensuite, on cherche toujours des moyens de rendre cet accès possible à une scolarisation plus ou moins française des enfants, mais l'accès à la langue française, à la culture française, pour leur permettre d'avoir au moins cet atout bilingue que l'on peut souhaiter à tous les enfants, bilingue étant le minimum, bien entendu. J'ai été très heureuse de vous revoir pour certains, de vous voir pour d'autres. Et puis, ce n'est pas mon premier contact avec la scolarisation des enfants français en Grande-Bretagne. J'ai déjà visité des écoles flammes. J'ai fait tout ça et j'ai assisté à une réunion publique, c'était très intéressant, il y a quelques années, avec Axel Lemaire, qui était député à l'époque. Et nous avions convié des gens de la communauté française à l'Institut français pour parler de la scolarité. Et là, on avait deux types de publics. Je ne sais pas si Samy était là, mais deux types de publics et c'était très frappant. Vous parliez de fracture, mais déjà à l'époque, cette fracture était très visible. Il y avait des personnes qui étaient là, des mamans assez tristes et désespérées de dire « Moi, je voudrais bien mettre mon enfant dans une école française, donc à Londres, elle était déjà à Londres, mais ce n'est pas possible, c'est trop cher, je ne peux pas. » Et de l'autre côté, il y avait un monsieur, très bien de sa personne, qui lui disait « Moi, il me faut une école, il nous faut une école, le prix, c'est pas important. Peu importe le prix, il nous faut une école. » Donc, il y a certainement encore un public assez large et chacun doit trouver ce qui lui convient. Et nous sommes là pour aider chacun à trouver ce qui lui convient. Voilà. Donc, je vous souhaite plein succès pour les élections et à bientôt. Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup à tout le monde, à tous nos spectateurs et panélistes. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.